Vous regardez en mode, toi je vais te défoncer. Je suis allé à Vegas, première semaine en 6-7 jours je fais plus 10K, la semaine suivante moins 10, et voilà je suis en train de jouer tranquille au win, et puis je me retourne et je vois Shaquille O'Neal qui se balade. Le janvier d'après, il prend 100K. Au Mexique, voilà, des fois on joue avec des profils un peu, voilà, on sait pas trop ce qu'ils font dans la vie, mais on s'en doute un peu. On arrive, il y avait un Français qui passait sa retraite au Mexique, une mamie dans l'immobilier, elle avait les diamants, les bagues, les machins. En fait, le fiche, quand il est à la table, tu dois le garder, mais tu dois aussi le garder par ton comportement. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. C'est vrai. Yo tout le monde, bienvenue sur Poker Explorer. Je suis avec deux invités de marque, je suis avec deux amis à moi, Anthony et Florent. On est à Phoenix, en Arizona, et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas un petit podcast sympa? Donc, je suis avec ces deux invités. Les gars, comment vous allez? Ça va super, et toi? Ça va bien. Ouais, génial, hein, on est à Phoenix tous les trois. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les trois. Super cool d'être tous ensemble aujourd'hui. Je suis animateur radio, là, c'est Incroyable. incroyable. C'est incroyable. Première question, les gars. Donc, ça fait 3 semaines qu'on est à Phoenix. Spot sympa. Pouvez-vous vous présenter rapidement sur votre parcours? Moi c'est Florent du coup, 31 ans. Ça fait 4 ans que je joue sérieusement au poker. J'ai commencé online. Et là ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis passé en live. Et voilà, je voyage pour jouer au poker en live avec des amis. Donc c'est nickel. C'est le plaisir, c'est sympa. Carrément. Anthony, 37 ans, j'ai beaucoup joué, beaucoup, j'ai commencé à 15 ans. Puis j'ai vraiment commencé sérieusement, on va dire, il y a 8-9 ans. Online, beaucoup online. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus avec Flo. Et puis derrière, j'ai switché de live il y a 2 ans et pas mal de PLO aussi maintenant. Je trouve que les parties de live sont largement mieux, on aura le temps d'en parler, comparé au online. Et toi, mon Pierrot, parce que c'est ta chaîne et au final, aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de te présenter un peu plus à tes viewers. Hein. 32 ans, Pierre, 32 ans. Cheveux blancs qui poussent, qui arrivent. Hein. Je joue au poker depuis 15 ans maintenant. Joueur internet à la base de MTT. Pendant de nombreuses années, on va dire que j'ai joué de 2010 à 2017 beaucoup, même si j'ai eu une reprise d'études pendant cette période. J'ai eu une petite pause de poker de 2017 à 2019, quoi, en gros. 2017-2019. Et après, j'ai repris le poker online et j'ai switché sur le cash game live. Donc ça fait presque 2 ans maintenant que je joue en live. Et franchement, je trouve que c'est un très très bon choix. Je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Parce que c'est vrai, quand tu joues au poker depuis longtemps, tu as besoin aussi de te renouveler, de trouver du sens à ce que tu fais, et de trouver les bonnes parties, quoi. Et donc aujourd'hui, je suis content de jouer en cash game live, de partager l'aventure avec les copains et de faire un podcast comme ça. On se croit sur sans permission. C'est magnifique. C'est magnifique. Premier sujet, comparaison entre poker live et online. Quelles sont les principales différences entre jouer en cash game live et jouer online? Vas-y, Anto. Je dirais que c'est surtout l'exploitation qui va... On peut vraiment pousser les limites de l'exploit à fond comparé au online. Il y a beaucoup moins de règles aussi. On joue beaucoup plus de récréatifs, donc il faut axer notre jeu sur les récréatifs. Donc je dirais, sur l'aspect stratégique, je dirais vraiment ça, c'est on doit pousser notre jeu contre les récréatifs, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler le jeu justement parce qu'en fait ils ont des patterns qu'on ne connaît pas et on doit les explorer au maximum. Et puis il y a un côté aussi lifestyle complètement différent, je pense. Flo, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec Anto. Et ouais, sur le lifestyle, le mode de vie est complètement différent forcément. Quand tu joues en live, tu es amené à voyager énormément, à rencontrer du monde, parler avec les gens à la table. Évidemment, quand tu es online, tu es sédentaire devant ton écran, donc rien à voir. T'es en mode achat sur Discord, c'est tout. Ouais, voilà. Ouais, c'est autre chose. C'est vrai que là, l'année dernière, moi, je suis au Mexique, je suis basé au Mexique. C'est vrai que Mexique, États-Unis, tu découvres une autre culture, tu parles une autre langue, anglais, espagnol. Franchement, t'as l'impression aussi d'enrichir ta vie. Tu vois, tu joues pas que au poker, t'enrichis ta vie culturellement, socialement. Tu fais des rencontres intéressantes. Ouais, La table de poker, c'est un endroit phénoménal, quoi. C'est phénoménal, mec. Tu rencontres des avocats, des mecs, tu sais pas trop ce qu'ils font, c'est douteux, des mecs qui ont des tafs classiques, mais qui viennent, tu vois, se changer les idées, tu vois.
Et ouais, c'est l'endroit le plus cosmopolite qui soit, je pense. Hein. Et on peut faire des rencontres incroyables. Il y a vraiment moyen de se développer personnellement grâce au live aussi, quoi. Comme tu viens de dire, de parler avec tout type de personnes et voilà, de sociabiliser. Voilà. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison, parce qu'en plus, même pour Flo, tu vois, je me rappelle, parce qu'on a quand même on a pas mal bossé au tout début ensemble, tu sais, quand on faisait du Cash Game Live. Ouais, pour l'anecdote, on s'est connus avec Flo parce que je l'avais coaché au tout début en NL200 quand t'avais commencé. Ouais. Puis après, t'as switché. Et en fait, on s'est revus, genre. Un peu par hasard. On s'était pas vu pendant un petit moment. Ouais, voilà, et puis on se retrouve par hasard en live. Et du coup, en fait, j'ai vu l'évolution de Flo, tu vois, sur 2 ans. Et en fait, alors techniquement, bien sûr que ton jeu il évolue, mais comme on a dit, il y a de la technique, mais c'est de la technique VS Fish et il faut s'appuyer. Mais je trouve que même Flo, en termes de personnalité, tu vois, il a évolué. C'était quelqu'un qui était très dur à la table, il te regardait comme ça. Bougez pas. C'est vrai que j'étais assez fermé à la table au début, très concentré. J'étais pas du tout dans la. En fait, j'avais pas du tout pensé à tout ce qui est gestion de l'image perçue, etc. En fait, moi, le truc, c'est que j'ai joué. Ça fait longtemps que je joue au poker, mais pendant des années, j'ai joué que online. Et en fait, quand on s'est retrouvés en live, c'était une de mes premières en live. Peut-être c'était la deuxième, troisième fois. Ça. Et du coup, j'avais zéro expérience là-dessus. J'avais pas du tout réfléchi à comment ça allait se passer. Et effectivement, j'étais assez concentré, assez fermé. Et là, tu vois, en 200 de l'évolution qu'il a, elle est incroyable. Il est détendu à la table, il rigole. Il a compris que, tu vois, c'est pareil. En fait, le fiche, quand il est à la table, tu dois le garder, mais tu dois aussi le garder par ton comportement. Ouais, il doit avoir une bonne expérience client. Tu sais, il doit passer un bon moment. Ça, et moi, je suis en train de prendre sur Flo là, parce que Flo, il me dit, ouais, t'es fermé à table et tout, t'es trop focus, t'es trop concentré, je suis en mode compétiteur, je souris pas et tout. Et alors, ça dépend, parce qu'en France, tu vois, ça va être... l'anglais aussi, c'est ouais, il y a l'anglais, tu vois. Bon, l'anglais, ça va, je me débrouille. L'espagnol aussi, mais même, tu vois, l'espagnol que je maîtrise beaucoup mieux, des fois, je suis un peu trop déter et tout, trop concentré, trop compétition. Tranquille, tout se passe bien. On est là pour leur prendre l'argent, mais il faut passer un bon moment aussi, tu vois. Voilà, et c'est important, ça, même pour les gens qui nous regardent. Voilà, être déterminé, compétiteur, mais pour autant être agréable pour les gens et qui t'aiment bien aussi, qui t'aiment bien. Et là, on est super apprécié. C'est ça. Là, on est super apprécié à Phoenix. On est 3 plus, on est 4 en tout. Et Mirko qui nous regarde à côté. Et les mecs, voilà, et les Français, ils arrivent. Faut pas que les Français, ils arrivent en mode on passe un mauvais moment. C'est ça. Puis imagine, tu arrives là-bas, tu types pas, parce que déjà on a une sale mentalité, tu types pas, tu parles pas, ça va être dur. Et puis tu vois, déjà même si je trouve qu'on est plutôt friendly, tu vois, il y a des Américains qui nous aiment pas trop déjà quand on arrive sur les tables. C'est super intéressant. En tant que joueur pro, t'as le droit d'être déter dans ta tête, mais ton image à la table, elle doit être la plus friendly possible. Et le mec, même s'il est en train de se faire défoncer, il doit se dire qu'il rentre chez lui, il a perdu de l'argent, mais il a passé un bon moment, il faut lui donner envie de revenir. Sinon, tu fais quoi? Il y aura plus grand monde derrière si on fait pas ça. Et puis même, en fait, avoir une présence à la table, ça permet aussi de contrebalancer les moments où t'es card dead, que en fait, si t'étais juste dans ton coin, tous les mecs se diraient, oh, lui c'est un gros nit, il relance, je fold. Là, en fait, juste d'avoir une présence à la table, d'être friendly et tout ça. Tu peux passer un bon moment aussi. Les joueurs ont tendance à vouloir jouer avec toi, en fait. Parce que t'es sympathique. Donc, ça rapporte aussi de lever. Ça génère de lever, ouais, c'est clair. Le Cash Game Live est-il l'avenir du poker? Flo, tu veux commencer? Vas-y, commence. Ça restera toujours Goldmine, j'ai l'impression. On le voit, et puis on a même parlé hier avec le croupier, là, tu sais, qui était dans la salle de pause là, à un moment donné. Et c'est vrai que déjà, les Américains s'adaptent très peu, ils travaillent très peu de jeux. Donc en fait, comparé à online où on disait, c'est que online les gens travaillent le jeu. Et pour rester compétitif, tu es obligé de travailler le jeu. Je dis pas qu'il faut pas le faire en live, il faut le faire et il faut exploiter les fiches. Mais je dirais juste que par contre, la courbe de progression en live, elle est très très lente. Et du coup, on voit ici à Phoenix, on a l'impression qu'ils jouent un jeu de poker. Sur le field, ouais. Le field, on a l'impression qu'ils jouent du poker de 2009, quoi. Et encore, je suis gentil, j'ai l'impression. Du coup, je pense que c'est encore Goldmine et que ça reste le futur. Hein. Vraiment, ça reste le futur. L'online, pour moi, c'est 2 jeux différents. Ouais. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment Goldmine. J'adore le live et quand je vois les win rates qu'on peut faire, c'est incroyable. T'as un truc qui est important. Je me souviens l'année dernière, j'ai joué en France quelques mois et t'as des joueurs, ils viennent, ils jouent tous les jours, ils sont là, ils veulent pas progresser, mec. Ils sont là, ils ont leur activité. Ils sont là pour se vider l'esprit. Et je me souviens d'un truc qui est intéressant. Le mec, je dis, on parle un peu de poker, de value bet.
ils ne savaient pas ce que c'était value bet. Mais ça, c'est un truc incroyable parce que on parle de poker, on parle d'évolution, on parle de progression. Sur Internet, il n'y a pas un mec qui sait. Enfin, il y en a, tu vois, mais il n'y a pas un mec qui sait pas ce que c'est un value bet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est impossible. Et tu as des gens comme ça qui ont des moyens. Ils passent leur petit moment sympa, ils viennent et tu les trouves en live. Donc les casinos, ça ramène quand même des profils de tout horizon et qui ont des moyens quand même. Donc Beaucoup de fiches, c'est ça que tu veux dire, Pierre. Des récréatifs, on les appelle les récréatifs. Mais surtout, je pense que voilà, il y a sur le fait, est-ce que c'est l'avenir ou pas, tu as déjà le truc, il y a peu ou pas de triche, c'est compliqué de tricher, quand même dans les casinos, que ce soit dans tous les pays du monde, où c'est sécure. Hein. J'ai joué au Mexique, c'est sécure. Les parties sont pas, t'as pas de problème. Donc, est-ce que c'est l'avenir? Moi, je pense qu'en tout cas, quand tu vois l'avènement de l'intelligence artificielle, les bots, le niveau qui augmente de manière générale. Il y a Malte que tu connais qui se disent. Bah moi je joue 5-10 et il y a GTO Wizard à côté et tu sais, ils font juste qu'ils sont en train de faire le solver. J'en connais pas personnellement, mais. Ouais, mais je donnerai pas de nom. Mais en fait, c'est juste qu'il y en a. Et le truc, c'est que ça veut dire que quand les mecs sont en train de jouer dans la théorie, ben qu'est-ce que tu vas faire en fait? C'est comme s'il jouait. C'est comme si. Lui, il fait. C'est peut-être que techniquement, il est pas assez bon pour, tu vois, créer un programme, mais combien de sont pour le faire? Donc c'est très difficile. Et aujourd'hui, que ça soit Wina, PMU ou n'importe quel site de poker, aujourd'hui, l'avancée de la triche avance beaucoup plus vite que l'avancée de la contre-triche, tu vois. Donc du coup, bah, c'est super compliqué. Alors qu'en live, ça va arriver très peu. Ça peut arriver en partie privée, bien sûr, mais ça va pas arriver. Et rien que pour ça aussi, c'est génial. Et tu disais un truc qui était assez drôle aussi sur le live, c'est il y a aussi le joueur qui a de l'ego. Et les joueurs qui a de l'ego et qui est fainéant, bah, vu qu'il se croit bon, il veut pas progresser. Enfin, c'est pas qu'il veut pas progresser, il veut progresser, mais vu qu'il a de l'ego et qu'il se croit bon, il travaille pas. Il accepte Il accepte pas Pas que les nouveaux joueurs ont de l'edge sur lui, en fait. Exactement. Il veut pas se l'avouer. Je me souviens d'une anecdote où j'arrive sur un spot. C'est déjà quand t'es nouveau, c'est comme si t'arrives sur une table, tu relances le premier coup, t'es perçu comme un joueur agressif. Et je me souviens d'un joueur qui me regardait et j'avais du jeu, je relançais de manière très standard, mais tu relances 3 fois, t'as l'impression que tu relances toutes les. Je le connais pas, c'est un ouf. Et le mec avait de l'ego, il me regardait en mode toi je vais te défoncer. Je vais te défoncer, mais sauf que le mec s'est cassé les dents parce que j'avais les papiers tout le temps. Et ça vraiment, c'est quelque chose que tu peux ressentir plus en live que sur internet, forcément. Et c'est intéressant pour nous parce que on va quand même avoir une fréquence de relance qui est assez élevée. Des fois, on va pas mal 3 bêtes aussi. Donc après, ça génère de l'OV. Est-ce qu'il y a moins de variance en live pour vous? Les win rates en live sont forcément beaucoup plus élevés que online. Donc il y a moins de variance. Par contre, on joue beaucoup moins de mains à l'heure, forcément. Donc quand ça se passe mal, ça peut swing quand même. Mais globalement, quand on sélectionne bien ses tables, qu'on a un jeu bien solide, tu ressens beaucoup moins la variance par rapport au online. Je pense. Non, c'est même pas je pense. En fait, si on doit donner je pense qu'on vient tous du online. Moi, je me rappelle que quand on jouait online et qu'on faisait de la... Je sais pas, 400, ça m'arrivait d'avoir peut-être un mois d'an dans l'année quand même, tu vois. Ça pouvait arriver, la variance était forte. Tu jouais des bons joueurs, tu battles pour le fiche, tu tapes select, le fiche n'est plus là. C'était super compliqué. En live, de mémoire, j'ai pas fait un mois d'an. Ouais, moi non plus. J'en ai pas fait un seul. Peut-être un break-even, mais. Pareil. En fait, online, 1 ou 2 mois down par an, c'est largement possible. Alors qu'en live, en vrai, si t'envoies un volume. Et moi qui jouais en MTT avant, des mois down, on parlait du cash, on parle pas de MTT, parce que sinon, la variance. Non, mais c'est pour, tu vois, aussi faire le lien, parce que je suis quand même content d'avoir vécu et joué en MTT pour voir la différence. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai joué en cash. C'est que le live, j'ai joué un petit peu en cash online, mais le live, pourquoi? Parce que le field est moins relevé, que ça me paraît plus pertinent pour moi d'aller jouer en live parce que je vois qu'il y a des opportunités et il y a de l'argent. C'est pas on joue sur des tournois 20 €, 30 € où les mecs bossent tous le jeu, tu vois, entre guillemets, j'ai arrondi les angles, mais en tout cas tout le monde progresse. Et donc du coup pour moi c'était la transition et la suite logique dans ma carrière, tu vois. Mais MTT en plus, je veux dire, tu l'as vécu plus que nous parce que moi tu as fait une transition, tu as commencé aussi MTT. Oui, mais j'ai fait un petit peu d'MTT au début. Mais en fait même quand tu rencontres des pros qui font le circuit, ils te disent mais même si tu es le meilleur joueur au monde, en MTT tu peux faire, c'est pas 3 mois, tu peux faire 1 an d'on. Et même online, même online, je connais des mecs qui ont fait des années à 0
C'était super fort, quoi. Monstrueux, C'est ça. monstrueux. L'année d'après, le janvier d'après, il prend 100K. Ah, je sais, je vois de qui tu parles. Ouais, et donc voilà, c'est assez ouf quoi. Et il est même très il y a, fort, hein, il est très fort, en il est plus. monstrueux, très théorique, des bonnes adaptations et C'est tout. ça. Et donc pour moi c'était voilà, donner plus de sens à ce que je faisais et du coup switcher sur du live. Et aussi, mentalement, je pense que c'est quand même plus relaxant de te dire que si t'envoies le volume, à la fin, t'as un income quand même. Tu vois, t'as de l'argent Ouais. qui rentre à En la fin fait, du mois, quoi. On peut pas t'arriver grand chose. C'est ça, C'est ouais. ça. Si tu joues bien, que Quand t'es- tu as un certain niveau, on, avec un on bon niveau s'entend. de jeu, avec un bon niveau mental aussi, parce Ouais. qu'il faut encaisser quand ça se passe moins bien. Ouais, En fait, tu fais 150, 200 heures, 250 heures par mois, ouais. t'arrives à rien. Ouais. L'année dernière, tu vois, j'allais au bureau, tu vois, même au bureau au casino, hein, l'espace de coworking pour les vrais. Détente, tu vois, détente, tranquille, c'est bien aussi, sans faire genre, tu vois, je suis le meilleur. C'est Non. pas ça, c'est juste, tu passes un bon moment. Tu sais que si tu mets les heures, tu vas avoir ce que tes objectifs vont être plus ou moins réalisés. S'il y a un petit peu de variance, des gros coups que tu perds, mais voilà, tu es assez serein sur la suite. Donc voilà, c'est quand même des aspects qui se différencient bien du online. Ah, non. Comment lire ses adversaires en live, les principaux tels des adversaires qui reviennent le plus souvent? Tu veux commencer? Vas-y, Ouais, commence, moi perso, c'est pas un aspect du jeu que j'ai encore énormément peaufiné. Les tells, je pense par contre qu'on peut vite faire des interprétations en étant attentif à la table. Vu qu'on a des compétences techniques, même quand on n'est pas dans un coup, on peut vite se rendre compte, voilà, là, tu regardes ce qui se passe. Bon, le récréatif, je sais que là, il est tout le temps en value dans ce spot. Bah, tu regardes comment il se comporte à ce moment-là. Et même si tu vois pas ses cartes, tu sais ce qu'il fait. Donc, quand ça va arriver à toi de jouer un spot contre lui, bah, voilà, tu peux interpréter ça de manière différente. Donc, comment il se comporte dans ce coup-là par rapport à ce que tu as vu avant et adapter tes décisions autour de ça. Ouais, il y a un truc qui revient quand même pas mal, alors ça dépend, mais les tels de rapidité, tu peux quand même en diagnostiquer, en tirer des conclusions. Tu vois, des tels de rapidité où le mec river va se tabasser vite, jam assez vite. Ouais, il y a beaucoup de timing tell. Je pense si on prend toutes les occurrences, c'est plus souvent un bluff que Ça des dépend, values. quand ça Mais rentre, quand ça rentre ouais. et qu'il jam, généralement il a rentré, quoi. Il est tellement excité. Mais... Ouais. Il y a aussi, il y a aussi la carotide. Je sais plus avec qui on en parlait, c'était avec toi. Ouais. La carotide qui s'accélère. Je te dis, je suis pas un expert du tout, Ouais, mais, moi non mais plus. je commence à regarder un petit peu doucement, voilà, Ah, et c'est vrai que j'essayer un petit peu de voir des choses. j'ai pas de tel, hein. Mais par contre, dans le mot tel, il y a ce qu'on dit. Il y a plein de trucs qui sont intéressants. Il y a le timing tel. Les checks très rapides aussi. Le timing Timing voilà. tel, Le ouais. timing tel, le sizing tel, je trouve que c'est le meilleur. Sizing Même, en tel fait, on aussi. parle de ça, mais C'est la base. en fait, je trouve que il faut rester assez abaissé quand tu joues le récréatif. Il a une main faible, il bête petit. Il a une main forte, il bête gros. Et ça s'arrête déjà juste là. Et rien qu'en faisant ça, tu peux déjà dévier tellement fort que c'est super intéressant. Par contre, je pense que faut être observateur à la table. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien prendre mon temps quand je prends, pas dans mes décisions, mais parfois quand je suis pas trop sûr, tu vois, j'aime bien jouer avec mes jetons. T'as des infos, Ça, c'est bien, typiquement, ça. le mec, t'es au cut-off, le mec à ta gauche, tu prends ton temps, tu commences à jouer avec tes jetons, tu regardes à gauche, tu vois qu'il est prêt à folder. Bien sûr. Ta main, ta main qu'on va appeler la range, que tu étais censé au cut-off, finalement, tu peux prendre la range de bouton, parce que tu sais Bien qu'il sûr. va folder. Bien sûr. Et en fait, avoir ce côté observateur autour de la table, t'as des infos qui sortent comme ça. Le mec, il est déjà prêt, tu sens, il a pris ses cartes, tu sais qu'il va folder. Le mec, quand tu vas bet river, je veux dire, combien de fois ça m'est arrivé, c'était avec Mirko à Vegas, j'ai un spot énorme river, le pot il va faire 4 ou 5K, je sais pas si je vais jam, tu vois, je suis en train de réfléchir, je prépare la pile, je sais pas encore. Il a pris sa main, il l'a foldé. Il a mug sa main, je n'ai même pas poussé les jetons. Parce qu'il a vu, en fait, il a vu que j'étais en train de préparer. Et du coup, il s'est dit, bah Ça vas-y, arrive, fold, quoi. ça tu vois. arrive sur Et attends, t'as aussi des mecs tu t'apprêtes à miser et ils prennent leurs jetons pour faire genre ouais t'inquiète C'est je vais te payer. C'est ça. Et pour parfois, te faire peur. Ouais, pour te faire peur. c'est ça. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. En C'est fait, il y a plein de choses à dire. dur de résumer. c'est dur. Moi, j'ai pas de tel, mais par contre, Mais- être observateur pour voir ce genre d'action, je Ouais. trouve que c'est vraiment une clé, en tout cas, en Et live. ce que je vais faire sur la suite là, j'ai vraiment pris conscience. Je pense travailler avec un synergologue pour monter en compétence sur les tels et sur le non-verbal. Et pourquoi pas après partager des tips, tu vois, à la communauté, aux gens et même échanger entre nous pour vraiment, tu sais, dégager de l'edge de ouf là-dessus. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. J'avais un contact, j'ai demandé à un ami un contact.
Donc je vais bosser là-dessus et ça permettra de, tu vois, d'appuyer tes décisions techniques purement stratégiques avec du non-verbal du mec. C'est monstrueux, hein. Tu dégages de l'edge. Hein. Ouais, et c'est sous-côté. Est-ce que tu conseilles à des gens qui sont un peu plus débutants de trop se concentrer Non. là-dessus? Je pense pas. Non, mais t'as des mecs qui sont, tu sais, qui ont des prédispositions à analyser, C'est tu vrai. vois. Mais je pense que déjà, si tu te concentres déjà juste sur le sizing tel et le timing tel, Ouais. tu vas faire déjà Ouais. de l'énorme. Parce que attention, Après- ça, tu peux aussi vite faire des mauvaises interprétations. Bien sûr. Surtout quand tu débutes un petit peu, te concentrer sur un truc que tu as cru voir, mais en fait, tu oublies de regarder juste le sizing du gars. Et du coup, tu vois, tu prends une Ouais. mauvaise décision. Mais Je pense tu que vois, le sizing, je- il sera beaucoup plus important. Ouais, Je pense que travailler avec quelqu'un qui a ses compétences, c'est plus mettre son focus sur des choses. Ouais. Tu vois, sur des aspects physiques, tu vois, les regards qui vont à droite ou à gauche et que tu peux déterminer quelque chose. Donc voilà, c'est ce à quoi je pense et qui peut être intéressant, C'est je vrai. pense, de travailler. Au niveau psychologie du poker, est-ce que vous avez des techniques pour maintenir votre concentration durant de longues sessions? Franchement, j'étais quand même un gros. J'envoyais déjà pas mal de volume online. J'ai juste l'impression qu'il y a des moments où enfin, quand on n'est pas dans le coup en live, t'es obligé de te concentrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, je pense C'est fatigant, ça. c'est très fatigant et les joueurs le sous-estiment. Je vois trop de joueurs sur leur téléphone, Complètement. pas regarder les coups. TikTok aussi, beaucoup. Tu vois, ils sont sur TikTok, ils regardent pas ce qui se passe. Tu prends des informations, mais incroyables. Et si tu fais bien ton travail, ça te prend de l'énergie. Bah, je pense que effectivement, moi, je fais beaucoup de pauses, je sais. Et Les parfois, pauses. j'accepte aussi le fait de ne pas être concentré pendant 15 minutes. Mais tu vois, je le fais de manière consciente. Parce que c'est une manière pour moi de revenir aussi derrière. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. Ouais, je pense que prendre des pauses, c'est quand même. Là, on le fait bien, on est tous les trois, on prend Ouais. des petites Quand pauses. t'es en équipe, c'est encore mieux. C'est On se- sympa, on échange sur les coups. Moi, c'est ça qui me fait c'est- durer. Hein. Hier soir, je crois que Ouais. j'ai joué 14 heures hier. Et Ah ouais, j'ai d'accord. pas, je finis à 6 heures, on est arrivé ensemble. Donc, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, ouais. Et je suis pas fatigué aujourd'hui. Et j'ai Tu voulais te refaire. Patrick Bruel. Patrick Bruel. C'était moyen, mais c'était plus que je me sentais bien en fait. Ouais, je me ouais, sentais ouais. bien, j'ai voulu continuer et je sentais que j'avais réussi à trouver mon tempo. Voilà, parce que Donc, j'avais pas besoin de plus. donc prendre des pauses. Ouais. Moi, au niveau préparation Pur, ouais, d'accord. pure, c'est en gros, en ce moment, là, c'est soit du sport, mais là, en ce moment, c'est plus marche. Je commence Ouais. ma journée par marche. Douche froide ou bain froid. Là, on a une piscine froide avec Ah, c'est cool, ça, le à la matin, maison, on y va. donc on y va. Pour les plus réguliers, on y va. On y On va. ne pointera personne. Très souvent, on va Voilà. dire que 80% du temps, je fais ma routine, quoi. Et Ouais. il peut avoir un moment donné, je ne fais pas. Et puis après, je fais un petit exercice de respiration Wim Hof de 10 minutes, qui est vachement bien, qui permet d'oxygéner le cerveau. C'est celui où il te fait respirer fort et longtemps. Ouais. Ouais, avec de la rétention d'air D'accord. aussi, qui va de 30 secondes à 1 minute et 1 minute 30. Ouais. Et moi, ça me fait du bien, j'aime bien. Après, il y en a qui vont avoir d'autres routines, mais moi, Ouais, c'est je ça pour durer. Et en ce moment, je trouve, là au Mexique, je trouvais que j'étais un peu moins endurant au niveau longue session. Et là, j'ai retrouvé mon endurance. Donc, Ouais, je regarde la session, ok, ça fait 8 heures que je joue, je ne l'ai pas vu passer, tu vois. Ouais, c'est Même clair. si des fois, ok, on est en live, c'est long, on n'a pas de carte, mais on peut s'occuper. Mais je suis d'accord, une routine c'est important. C'est exact. Même si je fais beaucoup de pauses, on va dire que la routine, j'en ai toujours une, peu importe où je suis dans ce qu'on fait en live. J'essaie de m'installer une routine. Mais ça peut ne jamais être la même. Ça va dépendre de là où je suis et ce que je me sens de faire comme routine. Je m'impose rien, je m'oblige à rien. Par contre, il faut que je trouve ma routine qui me correspond pour que je me sente bien à table. Moi, c'est Ça ce que va j'ai s'arrêter trouvé avec le temps. J'ai testé pas mal de trucs, Miracle Morning, c'est une façon de se réveiller le matin, etc. Mais j'ai compris qu'avec le temps, fallait pas que je fasse 10 000 routines. Ouais, Parce qu'en je fait, comprends. quand tu fais 10 000 trucs, c'est très long. Et du coup, des fois, tu switches. Et donc, du coup, je fais un truc court, mais je le fais plus souvent, plus régulièrement, et ça tient dans le temps. C'est Et ce que toi, j'ai Claude, compris du avec coup le temps. Ouais, bah, vous avez tout dit, je pense. Mais après, je pense que c'est surtout, en fait, faut tester des choses et trouver ce qui te correspond. On est tous différents. Moi, perso, ça va être warm-up, respiration, visualisation. J'essaye de m'imaginer à la table, A-game. Voilà, j'essaie vraiment de me voir en train de prendre les bonnes décisions, faire les gros folds quand il faut. Des fois aussi être capable de prendre le bluff quand tu sais qu'il est bon, mais tu sais que t'es un peu entre deux, tu sais pas trop si tu vas le prendre ou pas. Bah, je m'imagine, voilà, identifier la situation,
et être capable de le prendre, parce que voilà, c'est l'action à faire. Voilà, et puis normalement j'arrive assez chaud sur place, quoi. Ouais, c'est important, je pense quand même d'avoir. Ça dépend des gens, mais c'est important d'avoir, je pense, un truc quand même pour arriver conditionné. Ça m'est déjà arrivé en session d'arriver pas préparé. Première main, deuxième main, mauvaise décision. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, mais bon, t'étais pas préparé. Je veux dire, c'est un exercice, on va au travail. Bon, tu me diras quand tu vas au travail, dans la vraie vie, tu prends une douche et tu prends ton café et tu te casses, quoi, tu vois. C'est vrai, mais nous, on a quand même, on prend des décisions. Tu as un impact financier. Et puis le but, c'est de jouer à haut niveau, en fait. Voilà. Donc quand tu c'est veux une performance, être à haut niveau dans une Bien discipline, voilà, il faut te préparer. Mais il n'y a pas de clé, j'ai l'impression. Enfin, on connaît quand même des gens dans ce monde-là. Je pense que la vraie routine et la vraie clé, c'est de se connaître soi-même pour savoir dans quelle est ta... Pas se mentir. Voilà, pas se mentir. Et quelles sont les meilleures étapes pour toi-même pour arriver dans les meilleures conditions à table pour toi au poker. Et si c'est juste te prendre une douche froide et prendre un café et y aller, ça peut suffire. C'est clair, si tu as travaillé ton jeu, et que tu es prêt, tes strats sont bien en place, et que tu es prêt à la décision. Faut être honnête avec soi-même aussi, in-game. Ce que je disais, être vraiment, essayer d'être en pleine conscience de son état émotionnel du moment et trouver des manières de gérer ça, en fait. Oui, parce que des fois, on va prendre un petit moins 3K en début de session. Voilà, il faut trouver les ressources et la lucidité pour dire, bon, est-ce que j'ai mal joué ou alors juste je me fais défoncer. Ouais, et comment je me sens après, voilà. après la perte de ces 3000 en début de session, comment je me sens. Est-ce que je suis Ouais. d'attaque pour continuer et être bien focus ou pas, quoi. Mais ça dépend, merci. Parce que du coup, on en parlait. C'est drôle que tu prennes cet exemple-là parce que je crois que tu n'étais même pas là quand on en parlait. Il était en train de me faire la transition pour la prochaine question. C'est parfait. Okay. Et du coup, on en parlait. Et moi, je sais que Flo, ça peut l'affecter de perdre tout de suite un ou deux buy-in. Alors que moi, je me dis, mais en fait, ça me fait aucun impact émotionnel parce que je me dis, mais je viens d'arriver au bureau, quoi. Genre, c'est bon, c'est pas grave, on a le temps, tu vois. Mais bon, il y a une autre manière de commencer la journée au bureau. Ouais, mais bien sûr, mais en fait, le truc, c'est que c'est aussi ça, le fait d'accepter de mal commencer. Mais je sais qu'on a parlé avec Flo, il me disait, moi, quand ça se passe comme ça, c'est plus dur pour moi. Ça me fait rien. Par contre, si je perds en fin de session, ça me touche plus qu'en début de session. Tu vois, chacun est différent. Ouais, c'est ça, on est tous différents là-dessus et. Voilà, faut avoir conscience de comment on se sent. Voilà. Du coup, prochaine question. Comment gérer les fluctuations émotionnelles et financières inhérentes au cash game live? Et après, deuxième question, comment gérer sa bankroll? Donc, pour les swings, je dirais qu'en fait, ça fait partie du process. Il faut accepter. Là, nous, tous les soirs, on met 1500 $ sur la table. On joue de la 3, 5, 10. Donc on sait que ça peut swinger dans le bon comme dans le mauvais. Ça fait aussi partie de l'expérience. Ça fait un moment donné qu'on joue, on a l'habitude. Là on joue pas sans blinde, hein, on est 200, 300 blindes. Donc mais regarde, t'as swingé combien toi? T'as swingé combien au tout début? Tu parles sur une session ou non, là, sur... Phoenix, si on prend un exemple pour te voir, t'as swingé combien? 3K 5, moins 3K, moins 3K 5. C'est quoi? C'est deux bains, quoi. Ouais. Et final, overall, pour aussi partager ça, j'ai pas swing beaucoup plus. Après, j'ai joué beaucoup de 2-4, 3-5, 6-6. 6 dollars, entre 100 blindes, 200 blindes, 300 blindes. Mais j'ai pas eu de gros swing. Je dirais moins de 4K, 5K dollars, hein, pas beaucoup plus. Après, c'est... Voilà. Après, j'ai aussi mon style de jeu, ça dépend des gens, et je pense avoir aussi un mental que j'ai travaillé, notamment, ça parlera certainement à nos gens, à nos auditeurs, avec Poker Management System à l'époque, et depuis, j'ai pas, tu vois, j'ai mis des choses en place, j'ai progressé, et j'ai pas retravaillé avec lui, tu vois. C'était une masterclass où il y avait des échanges aussi, mais il y avait surtout une grosse communauté. Et de toute manière, j'ai déjà un mental depuis assez jeune. La ténacité. Voilà. Mais voilà, il fallait quand même le travailler. Et je pense que c'est un point fort, mais j'ai aussi des points faibles, mentaux. Des fois, c'est plus compliqué, mais il faut avoir conscience et confiance en soi, avoir conscience que le process, des fois, il peut être long et il y a des fluctuations. Toi, Flo, comment tu gères ces swings? En fait, c'est tout ce que vous avez dit là, mais
en fait, ça vient dans l'acceptation, comme tu as dit, le process. Enfin voilà, Long terme. faire confiance au process. Et puis avec les années, avec l'expérience, en fait, bah, de toute façon, t'as pas le choix. En fait, tu vas swinguer, tu vas avoir des downswings et c'est comme ça. Et c'est pareil pour tous les joueurs de poker. T'en as fait un il y a pas longtemps là. T'as donné à Vegas. Ouais, bah à Vegas, le mois dernier, je suis allé à Vegas. Première semaine, en 6-7 jours, je fais plus 10K. La semaine suivante, moins 10. Sale. Et voilà, en fait, y a pas, de toute façon, on peut rien y faire. Il faut juste l'accepter et puis essayer de continuer à jouer son meilleur jeu. Et en fait, c'est avec l'expérience, on s'y habitue de plus en plus et ça nous touche de moins en moins. Mais ça nous touchera toujours. Enfin, quand j'ai fait mon plus 10, moins 10 en 2 semaines, j'étais pas bien, j'étais pas content. Ça nous touche. Après, ça me serait arrivé il y a 2 ans, peut-être que ça aurait été encore beaucoup plus dur. Voilà, avec l'expérience, on s'y fait et puis on continue, on rebondit, quoi. On accepte. Ouais. Et après, on est toujours récompensé par tu vois, à un moment donné, par la rigueur et la discipline. Je pense qu'en cash game, en tout cas, on est plus récompensé qu'en MTT, où tu connais des mecs qui font jamais de perf de ouf, qui sont incroyables. Et donc, tu vois, on a ce moment où on garde la discipline, on garde les routines, on garde le volume. Boum, ça t'es paye. discipliné, que t'es bon, que tu continues à travailler ton jeu, en cash game, ça va payer, ça va payer en fait. Voilà. Après, je pense que moi, si je regarde les downswings que j'ai fait, le plus gros downswing, c'était en partie privée, je crois que j'ai dû faire en une soirée, j'ai fait un moins 17 tout droit, quoi. Genre, rien à faire. C'est même pas un downswing parce que c'est un. En hold'em ? Ouais. Mais c'était de la privée très chère. Donc, voilà. Mais par contre, effectivement. Là, les downs à Phoenix, bah, toi, t'es tombé à moins 4, moins 3,5. Moi, je suis tombé à 3 après le je me suis fait défoncer. J'ai fait moins 4, into plus 12, quoi. Donc, et après, pareil, une belle session, plus 5000, ça décolle. Et après, que des petites sessions, tu montes vite à 7K, 7K profit. Acceptation et boulot, quoi. Genre, faut juste pas. Faut avoir un mental comme on se motive là tous les trois. Tu vois, c'est génial. On est tous les trois et on y va. Et c'est la guerre sur les tables. On lâche rien. On trouve les exploits, on parle des coups ensemble. On regarde c'est quoi la meilleure exploit sur le fil, comment on fait pour s'améliorer. Et c'est pas rester dans ce down en se disant ouais, ça se passe mal. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait, quels sont les process à mettre en place pour justement moins être down et encore plus axer notre jeu sur la profitabilité. Et c'est ça qui est cool. Et comment gérer sa bankroll ? C'est une question qui revient souvent. C'est un sujet qui est compliqué. Moins tu es à l'aise techniquement, je dirais que moins tu es à l'aise techniquement, plus tu es censé avoir de buy-in. Et plus tu es à l'aise techniquement en fonction du field. Et tu peux descendre à 30 buy-in, je pense, en live. C'est pas du tout gênant. Je dirais qu'il y a un truc qui est important, c'est le niveau de la personne par rapport au niveau de son field. C'est ça. Est-ce que le mec, il a un casino à côté de chez lui ? Parce que mine de rien, ça va occasionner des frais s'il doit bouger à voyager. Ça impacte le donc il doit avoir un petit peu plus de... Je ne sais pas s'il l'intègre à sa bankroll ou si c'est des frais tu vois, qui sont... Plus d'argent de côté. Plus d'argent dans tous les cas. Tu voyages, donc c'est difficile de répondre à cette question, de mettre des montants. En tout cas, ça va vraiment dépendre du niveau du joueur. Je veux dire, si c'est un débutant... et qui va jouer de la 2-4 et qu'il est cavé à 100 blindes jusqu'à 400 €, est-ce qu'il va caver 800 €, est-ce qu'il va caver 1000 €? Ouais, moi je pense que déjà, l'erreur, faut pas caver 200 blindes, quoi. Quand tu es débutant, tu caves 100 blindes. Ouais, même 70-80 blindes, c'est pas gênant. Et à l'inverse, tu te barres quand tu as monté 300 blindes. Tu te casses, quoi. Ah oui, par contre, je pense que quand du coup tu commences à avoir un gros stack, tu pars, tu as fait ta soirée. Flo, qu'est-ce que tu penses par rapport à la gestion de bankroll ? Pareil ce que vous avez dit, mais et puis adapter effectivement le buy-in à ton niveau de jeu et à ta bankroll. Plus tu vas avoir un niveau de jeu élevé, plus tu vas avoir de l'edge sur le field et plus tu vas être à l'aise en bankroll, plus tu vas pouvoir caver plus. Voilà, et puis caver le maximum sur la table là, je sais pas, quand tu te sens bien. Tu te sentirais toi en 2-3 là ? Tu penses qu'il te faut combien en 2-3 ? Genre tu pètes pas ta roll là. Là, en 2-3, là avec le niveau, franchement, il faut pas beaucoup. 3K, 10 buy-in, ça suffit là, je pense. 3K dollars, sans problème, les tables sont belles. Il se marre parce qu'il joue sur les 2-3 et ça se passe super bien. Si tu as un bon niveau, si tu es bien techniquement. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Donc il faut toujours relativiser ton niveau de jeu, comparer au niveau du field, comparer au montant financier qu'il y a derrière et tu dois et pas avoir de pression après aussi, tu vois. Financière ou risquée, effectivement. Et quel est le meilleur conseil que vous avez reçu et comment l'avez-vous appliqué à votre jeu ? Flo ? Moi, je pense spécifiquement pour le Cash Game Live, ça a été en gros, d'arrêter d'overestimer mes adversaires, tout simplement. On a tous un peu cette sensation des fois
tu as été un peu tight pendant 1 heure, 2 heures, et puis là, enfin, tu as une bonne main pour 3 barrels en value, et tu te dis merde, peut-être que je suis un peu face-up et tout, donc tu as un peu peur tu veux sizer un peu petit parce que tu te dis il faut se faire payer, tout ça. Bah, en fait, pas du tout, il ne faut pas hésiter à gonfler les sizings et entre guillemets, pas trop les respecter parce que ça va call down, parce que le niveau est faible et que ça va call down, quoi. Donc, ouais, grossièrement, voilà, pas hésiter à gonfler les sizings de value, pas avoir peur. Arrêtez de se dire que en fait le mec pense comme toi et du coup t'es face up et tout. Non. Ouais. J'allais dire pareil. Faut y aller, faut aller tout droit. Et gonfler les sizing et maximiser la value, quoi. Sur l'effet miroir, tu vois, toi t'as ta perception du jeu, tes compétences, et pas forcément dire le joueur qui est en face de moi, il pense comme moi, il réfléchit comme moi. Et du coup, dans ce spot-là, ils pensent que j'ai beaucoup de bluff, etc. Donc, vraiment, pas d'effet miroir. On l'a vu, hein. Sur les tables, là, quand on joue en Arizona, si on fait l'effet miroir, on peut faire des hero falls catastrophiques. Parce qu'au début, on comprenait pas trop comment ils jouaient. Moi, ça fait 6 mois que je me tape des Mexicains. Là, je me tape des Ricains. Chez Bet Small, je me faisais jamais raise. Là, tu te fais raise. Donc, tu intègres des paramètres à ton jeu où tu check beaucoup plus, etc. Du fil, hein, toi, Anto ? Moi, je dirais que à l'époque, c'est Clément Riches qui m'a vraiment fait un déclic. Il ne se souvient même pas de moi, je pense. Ouais. Tu sais, je jouais à 200 et ça se passait bien, mais j'avais besoin de progresser. NL200 Hold'em online. Et je lui parle sur Discord, déjà super accessible, le mec, vraiment super sympa. Et en fait, il m'a dit non, mais mec, en fait, t'as un truc qui s'appelle Pio Solver, tu peux bosser le jeu tout seul. Et voilà, je te donne le process et je te donne la méthode de travail. Maintenant, c'est à toi de le faire. Tu le fais, tu veux pas le faire, tu le fais pas. Et je me rappelle, j'ai dû bosser vraiment genre des 35 heures par jour pendant 6 mois, 35 heures par semaine pendant 6 mois, à juste bosser le solver. Je suis arrivé sur l'étage, je me suis fait défoncer, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais merde, j'ai tellement bossé le jeu pour ça, quoi, à la fin. Et en fait, t'étais trop orienté GTO à la fin. Ouais. Et, alors, bien sûr que j'étais pas Pio Solver, mais en tout cas, j'avais un style de jeu où j'avais vraiment appliqué des process, j'avais vraiment tout ce qui m'avait dit en place, faire des raccourcis sur des familles de flops, etc., trouver des bons sizing en fonction des familles, des positions. J'avais vraiment tout bossé, et en fait, je gagnais pas beaucoup plus. Et en fait, avant que je comprenne que la GTO était un outil, le meilleur outil d'exploitation contre les fiches, tu vois, ou contre les récréas. Ouais, il fallait que tu rajoutes les paramètres. Hein. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu joues à pierre, feuille, papier, ciseaux et que tu randomises à chaque fois et que tu dis, bah, je vais une fois pierre, une fois feuille, une fois ciseaux. Alors que ton mec en face de toi, il a un pattern, il fait 2 fois feuille, 2 fois ciseaux. S'il fait 2 fois feuille, 2 fois ciseaux, tu sais ce que tu as à faire. Tu fais 2 fois ciseaux et 1 fois pierre. Tu vois, et bah, tu m'as perdu, mais ouais, c'est bon. Voilà. En gros, ouais, c'est l'exploitation. Et ça m'a aidé à exploiter et à travailler un maximum. Intéressant, très intéressant. Quelles sont vos forces et quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui veut commencer à jouer en cash game live aujourd'hui ? Vas-y. Quel conseil ? Je sais pas. Pierre, t'as une idée, toi ? Je dirais qu'il y a quand même du contenu gratuit, tu vois, où tu peux regarder des mecs qui jouent en cash game live, tu comprends un peu. Il y a beaucoup de streams aussi, tu vois, tu comprends un peu comment les mecs. J'ai l'impression que les ricains, là, ils font que regarder du stream. Hein, en fait, mais tu vois à quel point c'est catastrophique. En fait, en fait, ça va dépendre quand même. La question, ça va dépendre. C'est quoi l'objectif du gars quand il se lance. S'il a un boulot à côté, s'il veut essayer de devenir joueur pro de poker live. Quel est son niveau actuel. Si le mec il part de rien, il peut déjà regarder sur il va sur au YouTube. début je parlais de ça. Mais tu prends juste Baki déjà. Tu prends Baki, là il a fait quand même 2 ans de contenu YouTube et franchement il s'est quali quand même, tu vois. Et en plus de ça, c'est que t'as un truc où on parlait chacun, tu vois, avance comme il veut dans le poker, mais t'as un truc où en fait tu vois on peut apprendre par mimétisme. Et du coup, juste tu regardes ce que fait Baki et tu essaies de l'appliquer. Ouais, par Poker contre, Explorer c'est sûr, s'il te plaît. Poker Explorer, pardon. Ça va arriver. Non, Baki aussi. Mais tu vois, mais justement, en fait, tout ce que tu fais toi. Il y a plein de choses, plein de ressources. Ah, ok, Pierre, il a dit ça. Ah, l'analyse de main, il a fait ça. Tu n'as même pas ta théorie. C'est du mimétisme et puis tu essayes et ça va marcher. Quoi. Ouais, et puis prendre un coach, tu vois, un coach, un mentor, un mec qui a l'expérience du field. Si tu veux jouer en cash game live, tu prends un mec qui a battu ses limites, qui a un bon feeling avec toi, qui est pédagogue. Je pense que c'est la pédagogie est importante parce que du coup, tu as des très bons joueurs de poker qui sont très mauvais pédagogues. Ouais. Du coup, et parfois, il vaut mieux que le mec qui soit un peu moins bon au poker et très bon pédagogue pour t'inculquer très vite. Tu vois, rappelle-toi, quand je t'avais coaché au début, quand tu es arrivé à Malte, je pense qu'à Malte, il y avait des joueurs 10 fois meilleurs que moi à l'époque.
Et pour autant, en fait, nous, ça a accroché parce que ma manière de te coacher, la manière dont j'essaie de t'amener, Ouais, bah, ça a connecté direct. Ça a Ça a connecté connecté direct, quoi. direct et ça va. Bah, enfin, c'était un peu de la chance au final parce que Ça aurait pu pas marcher, ouais. ça s'est fait comme ça. Mais ouais, trouver quelqu'un avec qui ça passe bien, qui est bienveillant, voilà. Je dirais en conseil, en fait, sortir des sentiers battus, pas rester dans des chemins, dans des cloisonnements où tu vas avoir des règles à table, à ta gauche, tu n'as que des récréatifs qui payent très très cher les relances. Le règle, il va voir que tu as un sizing tel, mais si là à ta droite, tu t'en fous parce que tu vas jouer tes récrés à gauche, eh ben, parpine, tu fais 10x, 15x, 20x, si le mec il colle tout, tu vas faire grossir le pot. Et donc, tu vois, je dirais sortir des sentiers battus sur ce qu'on peut nous apprendre, du 3 blindes, de manière standard. Tu vois, j'ai même vu des règles open de blindes, on en parlait en off. Ouais. Ah, c'est une catastrophe. Ouais, je pense sur les sizing théoriques, alors qu'en fait, c'est qu'on disait, tu peux très bien prendre 15x préflop parce que tu sais que ça va folder, ou faire 15x préflop parce que tu es en value, parce que tu sais que le mec va payer. Et en fait, les mecs qui viennent de online, ils sont là avec du 3x et tu les regardes, t'es choqué, quoi. Tu fais, mais à quel point le mimétisme ou la non-compréhension du jeu, de l'exploitation du jeu, fait que tu es encore en train de faire ça, quoi. Quelles sont vos forces et faiblesses, du coup? Donc, je vais commencer. Vas-y. Je dirais, bon, déjà, résilient, tenace. Ah, ça c'est tenace, c'est le mot de Pierre. Capacité à envoyer du volume et bonne adaptation VS récréa. Jeu VS récréa, ok. Et par contre, si je veux aller plus haut, aller jouer 5, 10, 10, 20, 25, 50, il va falloir bosser beaucoup plus les bases théoriques. Ouais, et on a parlé d'un truc dans le podcast, c'est qu'au final, il y a un truc que tu dois travailler toi, parce que qui est énorme pour toi, parce que c'est pas la technique, c'est juste travailler ton image à la table. Ouais, c'est ce qu'on disait. Le fiche, faut que tu deviennes friendly, quoi, avec lui, quoi. Mais j'étais un peu plus friendly. Non, mais je suis. En vrai, je suis. Te lâcher. En plus, pour les gens qui me connaissent, je suis un mec super cool et tout. C'est incroyable. Dans la vie, Pierre, il est super sympa, super rigolo. Et à la table, en fait. Tu te tapes des barres avec lui à la table. Compétition. Compétition. Comme quand j'étais sur le terrain de foot, pour ceux qui ne savent pas, j'étais sport-études au collège. Et en fait, j'avais un petit gabarit. Je faisais 1m45. Les mecs, j'avais pas fait ma croissance. Ils faisaient tous 1m70, 1m80. Et j'étais en mode, bah ouais, mais moi, je me battais sur tous les coups. Je courais vite. J'étais là, je mettais le pied. Les mecs, ils faisaient 2 mètres de haut. Et du coup, tu sais, compétition tout le temps. J'aime pas perdre. Et quand j'arrive à une table, je suis comme ça. Et du coup. Par contre, tu lâches rien. Ça, c'est clair. Comme tu as dit. Ça, c'est trop fort. Moi, je te le dis aussi. C'est ce que j'ai remarqué. C'est que tu lâches jamais rien. Et c'est vraiment une très grande qualité. Très grande force au poker. Surtout quand tu es en live et qu'il faut envoyer le volume, des fois jouer, comme on disait, 12-14 heures par jour. Ça. Il faut être. Je suis en mission. Je suis en mission, tu vois. Je suis en mission. Je sais pourquoi je le fais aussi. Tu vois, j'ai 31, bientôt 32. Je sais que je mets un gros coup de collier maintenant. 5, 10. Je pense à 5, la décade. Après, et je sais où je veux aller, tu vois. Donc c'est maintenant. Quand tu penses à ça, pourquoi tu le fais, tu y réfléchis à 2 fois avant de stop ta session, tu vois. Force-faiblesse, du coup je pense que moi aussi j'ai on va les croiser. Quelles sont ses forces et ses faiblesses Ah ouais, c'est drôle, parce qu'on est assez bien, du coup, c'est assez marrant. La force de Flo, c'est qu'il a une capacité de résilience. Et les downswings, comme on disait, sur des sessions très courtes, ça l'affecte très peu sur le court terme, et il est en capacité de rester focus et de jouer son game même quand il prend des horaires pendant, tu vois, 15 heures d'affilée. Il 3-bet. Oh là là, il 3-bet, Flo. Il 3-bet. Les mecs, ils en ont marre. Il fait que 3-bet, il isole. Il a une bonne adaptation sur le field aussi. Ça lui apporte énormément. Techniquement, il a eu des bases solides. Et le coach qui parle, il se fait des. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense que techniquement, en fait, il a été très solide et la capacité d'adaptation qu'elle elle est énorme. Et le seul point de faiblesse, c'est son volume. Mais bon, la rapidité de ta capacité d'adaptation qui peut être encore vraiment centrale pour pas perdre. C'est con, ce qu'on va dire, mais c'est une demi-heure de plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est incroyable parce que la demi-heure où tu as capté le truc, c'est une demi-heure que l'autre va pas je pense que ouais, clairement, je peux encore travailler sur. En fait, c'est le niveau de focus aussi. C'est Exactement. encore améliorer encore plus le niveau de focus
pour pouvoir trouver les adaptations le plus rapidement possible, parce que quand le coup il arrive, il faut être prêt à avoir, à avoir trouvé l'adaptation dans sa tête avant qu'il arrive pour optimiser la décision et gonfler encore le win rate au maximum. Quoi. Et sa bienveillance aussi, parce que quand là on est en équipe, on n'en parle pas assez, mais je trouve que Flo il a un côté bienveillant où il partage beaucoup de choses et maintenant on est dans un espace de coworking en fait, hein, on cowork tous ensemble et il a une bienveillance quand tu vas pas bien qui est incroyable, même quand lui il va pas bien et quand il voit que t'es moins bien que lui, il est là où il est toujours bienveillant et ça c'est vraiment une force dans ce qu'on est en train de créer ensemble quoi. Ouais, moi ce que vous m'apportez aussi c'est vous avez un gros bagage cash game online. Donc du coup, tu sais, ce côté technique et les échanges, franchement, c'est puissant. Hein, c'est puissant. On a tourné une vidéo avec Anto review, donc que vous verrez sur la chaîne qui va être intéressante. On en fera aussi avec Flo. Voilà, ça permet d'échanger. Et franchement, il n'y a rien de mieux que avoir les différents avis avec bienveillance et très ouvert à la discussion. C'est ça. On sait pas tout. Ouais. Voilà, on sait pas tout. On fait des erreurs. On fait des erreurs. Voilà, et c'est important parce que c'est dur de trouver des gens qui nous correspondent dans le poker et comme qui et franchement, on se tape des barres. Hein. Franchement, on rigole bien et c'est important, tu vois, parce que c'est une expérience. On part en voyage, on joue de l'argent, c'est notre métier. Enfin, pour moi et Flo, parce que Anto a une autre activité à côté. Et du coup, c'est super enrichissant qu'il y ait une bonne osmose quoi, dans tout ça. Quoi. Et du coup, force faiblesse chez moi, Flo. J'allais passer à la prochaine question parce que faut qu'on y aille, les gars. Je suis curieux de savoir, moi. Ouais, je pense, Anto, justement, sa grande force, c'est vraiment s'adapter extrêmement rapidement pour un petit peu balancer ce que tu disais, mais c'est clairement le cas. Ouais, adaptation. Et il a une grande capacité à travailler son image à la table, à rendre fou les récréatifs, tu vois, en les titillant des fois, mais tu sais, gentiment, mais en fait, il y a une espèce de il installe une espèce de rivalité saine avec les récréas. Du coup, les mecs, ils ont envie de le jouer. Il envoie des parpaings aussi. Tu vois, il gère bien son image, il montre le bon bluff au bon moment, il montre la bonne value hand au bon moment aussi. Et en fait, il a une capacité à jouer fort avec ça. Et je pense que c'est vraiment ça vaut beaucoup d'argent sur le win rate, je pense. C'est pour ça qu'il y a des bons résultats en Arizona. Quand il a des grosses mains, il arrive à être payé. Mine de rien, c'est vrai que tu as une grosse capacité à comprendre les profils, tu vois, à s'adapter direct. Et ça passe aussi par énormément de concentration directement. On arrive à la table, bam, c'est fatigant. Pouvez-vous nous raconter l'anecdote la plus drôle ou la plus étrange qui vous soit arrivée à une table de poker ? Moi, j'ai pas d'anecdote qui me vienne à la table. Par contre, c'était plutôt anecdote quand je jouais à Vegas l'année dernière pendant l'event Formula One. Forcément, il y a plein de stars qui sont venus sur Vegas. Et voilà, je suis en train de jouer tranquille au win, et puis je me retourne et je vois Shaquille O'Neal qui se balade avec ses 2 gardes du corps. Le mec, il les prend comme ça. Le mec est géant, évidemment, tout le monde le sait. Et puis en fait, il les attrape comme 2 petits frères, comme ça, ils se baladent, te sourire. Et puis avec tout un groupe de personnes qui le suivent et qui le shootent. Voilà. Donc voilà, c'était quand même un truc assez énorme de voir Shaquille O'Neal. Je sais qu'il y avait Ibrahimovic aussi qui se balade dans le casino à ce moment-là. Alors, voilà. Ouais, c'est clair, toujours tu peux croiser à Vegas, tu croises du monde. Par contre, Shaquille O'Neal, du coup, tout le monde le suivait. Et Ibrahimovic, par contre, aux États-Unis, pourtant, il a joué. Il a pas joué aux States. Il a joué en MLS, t'as raison. LA. Ouais, mais apparemment, je discutais avec les Américains, ils me disaient non. Les Américains regardent pas. Ils connaissent pas. C'est clair, là, j'en peux plus, du baseball, du basket et le golf. Là, ils sont en train de me faire aimer le golf. Ils mettent du golf partout. Et toi, Anto, petite anecdote? Ah si, j'en ai une, c'est en 2016, donc c'était vraiment avant que je décide, tu vois, de passer vraiment du bon côté sérieux, etc. Je fais quand même des petits résultats online. Du bon côté, j'ai pas compris. Je voulais dire que avant de travailler, tu vois, sérieusement le jeu, je jouais quand même pas mal et j'avais dû faire, je dois faire 20 points sur l'année, tu vois, et je me dis, je vais prendre mon argent et je vais aller faire les WSOP, tu vois.
D'accord. Et, Belle gestion de bankroll agressive. On en voit. La gestion de quoi? Donc je vais faire le main event, le 5-6 max. Non, et... non, j'avais un petit programme bien précis. Okay, je ouais. sais que mon. T'avais vendu un peu. Et... Même... Ah bah non, mec, je vendais à qui à l'époque? Moi-même. Non, mais c'était au tout début. Ouais, j'avais 10K et du coup, je suis parti à Vegas. Et je suis au Vedara, je me rappelle, je fais mon jour 2 d'un 1000 balles ou je sais pas quoi. Et devant moi, je vois Fedor. Et le taxi arrive et il me voit en hoodie parce que quand tu vas au Rio, il fait super froid, donc t'as toujours son hoodie. Et mon sac à dos. Il me regarde, fait tu vas au Rio? Je dis ouais. Il me dit tu veux prendre le taxi avec moi? Ouais. Tu sais, genre avec Fedor, l'allemand, ouais. Incroyable, légende quoi. Et du coup, super gentil, on parle, ça n'a pas duré longtemps, hein, du Vedara au Rio, il y a 10 minutes de taxi, mais abordable, super gentil, incroyable. Forcément, je lui laisse payer le taxi quand même, faut pas déconner. et du coup, le taxi nous dit ouais, j'espère que vous allez la gagner et tout. Et Fedor, en fait, je me rappelais, c'était son premier jour pour le One Drop à 100K. Et moi, j'ai mon jour 2 et puis je dis ouais, c'est le plan et tout. 2 jours après ou 3 jours après, je vois, il a pris 10 millions. Ouais, il avait gagné le tournoi. Il avait gagné quoi. Incroyable, le truc de malade. Et moi, anecdote, malheureusement, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. C'est vrai. Vous pouvez pas savoir. Vous savez, mais les éditeurs pourront pas savoir. Et non, je dirais qu'au Mexique, voilà, des fois, on joue avec des joueurs de tout horizon et voilà. Il y a des profils un peu, voilà, on sait pas trop ce qu'ils font dans la vie, mais on s'en doute un peu. Mais quand même, voilà, là, t'avais fait la partie privée, là, je me rappelle, c'était oui. incroyable. La villa, elle était belle. Il y a la partie privée, ouais, villa incroyable. Il y a la vidéo sur la chaîne. J'infiltre une partie privée au Mexique, je crois. Ouais, spot de fou. On arrive, il y avait un Français qui passait sa retraite au Mexique, tranquille, récréatif, un bon récréatif. La table était folle. Un vétéran de l'armée américaine, une mamie dans l'immobilier. Au Mexique, elle avait les diamants, les bagues, les machins. Et la table, pas très chère au début, je sais plus ce que c'était 10-20 pesos. Mais c'était comme une 5 dollars au final. Ça envoyait dans tous les sens. Et le spot, ouais, incroyable. Et en fait, si tu veux, l'organisateur de la game, il pouvait nous héberger sur place. Il avait hôtel. Donc magnifique, tu vois, c'était à 45 minutes de Guadalajara et on pouvait héberger gratuitement. Non, alors c'était payant, mais c'était pas hyper cher. Mais ils donnaient cette option-là pour que des joueurs un peu du pays viennent. Mais par contre, viennent t'avais à manger et tout à la table. Ah oui, tout gratuit, tout gratuit, commande partout et le spot, une villa. Vous voyez la vidéo, elle a fait 11 000 vues la vidéo. C'est incroyable la partie. Quand tu joues en partie privée, c'est. Ensuite, j'ai vu des belles parties privées avec des beaux cadres, mais celle-là était quand même belle, la villa et tout. C'était vraiment pas mal. Ouais, c'était sympa, un bon moment et à refaire, je pourrais y retourner à cette partie, j'y suis pas retourné. Y a-t-il des superstitions ou des rituels que vous ou d'autres joueurs avez avant de commencer une session? On en a un petit peu parlé, les routines, mais pas superstitieux. Oui, non, warm-up, mais pas superstitieux. J'ai pas de superstition. Pour autant, hier, franchement, vu ce qui s'est arrivé, j'aurais dû être superstitieux, quoi. Ouais. Genre, on a vu une meuf, elle a fait, oui. elle a fait 4 carrés, straight flush et tout. Elle n'a pas bougé, elle a dit ouais, je vais encore en faire. Elle n'a pas arrêté jamais vu ça de ma vie. Session pendant que toi, tu vois pas une plus carte. 8 $. Elle monte 7.5, elle sait pas jouer. Putain. Non, mais sinon, non, pas de superstition. Pareil. Et question un peu plus perso, y a-t-il un objectif ou un défi personnel que vous êtes fixé dans le monde du poker pour l'avenir? Anto? Moi j'en ai moins que vous maintenant parce que comme tu as dit, je vais être papa, je combine beaucoup, j'ai une autre activité à côté et je joue encore assez cher. Tu as accès à des belles parties privées en Suisse. Ouais, j'ai accès à des parties assez sympas, même si ça tourne un peu moins en ce moment. Il y a des parties privées aussi online qui peuvent être cool. Ouais. Mais on va dire que c'est un peu moins... Ouais, t'as pas... C'est un peu moins qu'avant, mais je dirais que j'aimerais garder déjà mon niveau de jeu et cette capacité-là. Et pourquoi pas monter limite, mais c'est plus on va dire c'est plus mon objectif premier. On va dire rester là, accompagner des joueurs, tu vois qu'on échange encore dans ce truc-là. Si j'arrive à monter encore un petit peu mon niveau, je serais très content. Ma capacité d'adaptation encore mieux, mais sinon voilà, c'est mon métier. J'ai plus vous laisser parler. Moi l'idée, vas-y. Ok, écoute, moi je pense que c'est simple, c'est continuer à progresser, continuer à voyager, continuer à essayer de trouver des belles parties. Si possible, évidemment, des belles parties de plus en plus chères. Ça reste quand même le but de faire de monter le plus d'argent possible, tout simplement, dans les quelques années à venir. Et puis voilà, continuer à bien m'entourer avec des gars comme vous. Et puis voilà, prendre du plaisir, continuer à prendre du plaisir. Tant que je prends du plaisir et que chaque année je progresse,
que j'y gagne plus que l'année précédente, bah, je continue et voilà. Et toi, Pierre? Moi, je suis content de mon choix d'avoir été en Cash Game Live, parce que c'est un choix payant. Donc, continuer. J'ai fait un gros volume, on va dire, tu vois, volume 1-3, c'est bon, c'est derrière moi, on va dire. 2-4, c'est derrière moi. 5-5, 6-6, c'est mon cœur de mon volume. Là, tu vois, bon, maintenant, c'est même 3-5-10. Hein. Donc, ça va être continuer à faire un gros volume pour consolider, tu vois, bien la roll. Continuer de développer la chaîne en faisant du contenu, proposer du contenu en accompagnant des joueurs. J'ai accompagné, tu vois, une petite dizaine d'élèves là ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est beau, hein. Du coup, greffer à l'équipe des joueurs compétents comme vous. Donc après, avoir, tu vois, comment on s'organise, mais tu vois, avoir de la compétence et vraiment réussir à proposer des choses qui sont intéressantes pour la communauté. J'ai plein d'idées. Et après, j'ai des rêves, tu vois, acheter une villa au Mexique, tu vois, vraiment, c'est des goals, tu vois, c'est des goals. Ouais. Mais voilà, pour moi, je me suis fixé, là, les 5-10 prochaines années, à fond, développer les parties que je joue, monter les stakes sans forcément voir très très haut. Moi, ce que je veux, c'est des parties qui sont belles. C'est ça. Qui sont belles. Ça a toujours été ma philosophie. Donc voilà, si j'ai les moyens après d'acheter une villa au Mexique parce que j'ai fait ce qu'il fallait, bah, je suis content parce que c'est un peu mon goal, tu vois. Ouais. Je suis pas un mec trop qui rêve et tout, mais ça devient de plus en plus quand tu vis au Mexique, tu vois des belles maisons, tu te dis ça peut être cool, quoi. Ouais, ça peut être sympa, Mexique, tu vois. Du coup, dans quelle ville au Mexique, t'as une idée? Non, ça peut être là pour le moment je suis à Guadalajara, mais j'aimerais bien la mer, donc déjà il y aura la mer, ça c'est sûr. Mais je suis pas fixé, ça peut être ça peut être Playa Tulum, ça peut être là-bas. Mais voilà. Non, puis là il y a une bonne synergie, je veux dire, tu vois. C'est la synergie qu'on s'apporte, et puis vous allez pouvoir encore plus continuer, donc ça va être génial, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, des voyages comme ça, parce qu'au final, nous, on n'a pas dit, mais enfin vous l'avez dit, mais on s'est rencontrés à Malte. Là, c'est la première fois qu'on part en voyage commun ensemble, parce qu'on s'est croisés à des endroits et tout, mais là, qu'on arrive à organiser quelque chose tous ensemble, parce qu'il y a des emplois du temps, le timing et tout. Donc ça, c'est magnifique. Donc continuez à développer ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, les gars, de votre thune? Vous faites quoi de votre argent? Est-ce que vous investissez? On va conclure encore 5 minutes, les mecs. Ouais, okay, ça marche. Moi, très rapidement, pour l'instant, je continue à construire la bankroll pour essayer justement d'être le plus à l'aise possible, jouer un peu plus cher. Mais c'est vrai qu'il va falloir peut-être que tu vas m'aider là-dessus, Pierre, on ne sait pas, mais peut-être que voilà, il va falloir que je me penche un petit peu là-dessus sur les investissements et tout. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à apporter à ce niveau-là. Ouais. Alors moi, j'avais un peu de crypto encore, mais moins qu'avant. Je pense même si ça va partir. J'ai beaucoup investi sur les SP500. Et j'ai besoin de moins de cash flow que d'avant, du coup, parce que j'ai un income assez élevé qui me permet d'avoir moins besoin d'avoir de cash flow d'avant. Donc là, ça va être sûrement d'aller acheter en Grèce. Et puis d'avoir un petit peu de cash flow juste pour continuer à aller jouer assez cher et de pouvoir accepter ces downswings si ça se passe mal. Mais voilà, non, je pense que c'est bourse et IMO, mais pas en France pour l'instant. De toute façon, tu vas être papa, faut coffrer un peu parce que les couches ça coûte cher, le lait ça coûte cher. On en parle pas assez. Et moi, du coup, crypto, alors je suis pas un top reg, hein, mais je suis accompagné. Je suis accompagné, une répartition de portefeuille, tu vois. Réparti sur j'ai une grosse partie ETH et après pas mal d'autres cryptos et voilà, on espère que 2024 va être monstrueux normalement. Oui. Voilà, mais voilà, c'est ça principalement, et puis bien gérer son argent de manière générale, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi au niveau de gestion de sa banque. On dit pas assez, mais c'est quand même la base. Voilà, au niveau moi je fais attention à mes frais, voilà, macro gestion très important. On conclut rapidement, un petit quiz les gars. Ronaldo ou Messi? Pas d'avis, j'aime pas le foot. Ronaldo aussi. Flopzilla ou GTO Wizard? GTO Wizard. Les deux, je peux pas dire. Flopzilla pour moi. Vegas ou Phoenix? Vegas. Les Phoenix. Vegas quand même. Vegas, c'est l'église du poker. Mexique ou États-Unis? États-Unis.
États-Unis. Mexique. Mexique, pour moi, je suis obligé, les gars. Je suis obligé. Baki ou Mariano? Baki, French Power. Pareil, Maki. Baki aussi. Et Instagram ou réalité? Réalité fois 1000. Réalité. Ouais, réalité, il faut profiter des moments. Instagram, c'est bien, mais c'est très, très EV-. Là, moi, je suis obligé d'utiliser Instagram aussi pour partager un petit peu, mais c'est très, très EV- pour la progression d'un joueur de poker. Donc, réalité, les mecs, vivez les moments. Soyez là, le moment présent. C'est important. Et quels sont, les gars, pour conclure, vos meilleurs tips pour voyager par exemple, là, comme on fait, est-ce que vous utilisez Revolut? Est-ce que partir en coloc comme ça, c'est le tips Dans l'idéal, partir avec un groupe de grinders avec qui tu t'entends bien, avec qui il y a de la bienveillance, comme on fait. Comme on a dit juste avant. Voilà, si t'as... effectivement, si tu peux partager les frais, c'est le top. Là, on paye pas grand-chose en vrai. Hein. On paye pas la bouffe, on mange au casino, on fait rien, on fait que grind. Je dirais juste, faut faire attention, un groupe pas plus de 3, parce qu'après c'est vraiment trop le bordel. C'est bien de s'aider, mais plus on est, et après moins l'efficacité est là. Carrément, d'accord. Dur quand t'es tout seul, parce que tu vas le faire, là tu l'as pas dit, mais tu vas rester un mois de plus. Tout ça c'est plus dur. C'est plus dur, mais j'ai l'habitude, tu vois. T'as l'habitude. Je suis en mission, c'est ce que je dis, je suis en mission. Où est-ce qu'on peut vous suivre, les gars? Instagram Pas trop, moi je suis pas sur les réseaux du tout. Peut-être ça viendra, peut-être on verra si je réapparais sur ta chaîne, mais pour l'instant rien de plus. Ouais, moi j'ai mon Instagram, mais il est privé, vous pouvez m'ajouter si vous voulez, c'est antho.lgl. Ok, et puis pour moi du coup, Instagram Poker Explorer. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner sur la chaîne, ça donne de la force. On prend du temps pour créer du contenu, c'est pas toujours facile. On grind à côté, et puis voilà, un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Ciao!